Les carnets du monde avec Esther Lenneman sur Europe 1. Europe 1. Tous les samedis, 14h, 16h. Les carnets du monde. Esther Lenneman. Au carnet du monde, même l'actualité française a un petit goût d'étranger. Bonjour Louis Quemaillou. Bonjour. Louis, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous participez activement à la twittosphère. Absolument, oui. Journaliste camerounais, vous travaillez entre autres pour le quotidien Le Messager et vous présidez l'association de la presse panafricaine. Louis Quemaillou, quand vous écrivez, quand vous parlez à vos lecteurs camerounais de la situation française, vous êtes aussi critique que Stéphane De Vries ? C'est pas quelques critiques seulement, c'est que la coopération avec la France se fait aujourd'hui sur des bases depuis le mandat de Mitterrand où il parlait du renouveau démocratique sur le continent, où il conditionnait un peu l'aide au développement à la capacité pour les pays de se démocratiser. Depuis ce temps-là, c'est un peu sur le mode de la méfiance que les pays africains sont en matière de coopération avec la France. Donc on peut dire qu'une économie française atone, c'est une mauvaise nouvelle aussi pour toute l'Afrique francophone. C'est une mauvaise nouvelle, d'autant plus que la Banque centrale, pour tous ces pays-là, c'est la Banque de France. C'est-à-dire que c'est à Paris, et en l'occurrence à la Banque de France, que se décide la politique monétaire d'une dizaine de pays africains qui ne sont pas des moindres, de la Côte d'Ivoire au Gabon, en passant par les Comores. Donc ça fait que c'est quand même un tissu très important. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, et puis quelques pays de l'océan Indien. Pour tous ces pays-là, il est important que la France se porte bien et qu'elle ait une position importante au sein de l'Union européenne, parce que si tel n'est pas le cas, défendre le dossier du franc CFA auprès des partenaires au sein de l'Union européenne n'est pas chose aisée. J'allais vous dire des noms, mais on va parler de bonnes nouvelles, si vous permettez. En tout cas, bonnes nouvelles pour François Hollande, pour votre président Paul Biya, et puis évidemment pour le principal intéressé, le père Georges Van den Busch, qui a été libéré après avoir passé 45 jours otage au Nigeria. Il a été libéré grâce à l'entregent, principalement, du président camerounais Paul Biya. Oui, un peu comme dans le cas de la famille Moulin-Fournier, qui avait été enlevée un peu plus tôt en début d'année. Il y avait eu une grosse médiatisation autour de l'affaire, et là, pour le coup, il y a eu quasiment pas de médiatisation. On est dans un deux poids deux mesures, à la fois sur le plan de la médiatisation, mais surtout des moyens également. Parce que dans le cadre de la famille Moulin-Fournier, il y avait une grosse industrie derrière. Il y avait Gaz de France, il y avait et pas qu'uniquement. Je veux dire, s'il y avait besoin de payer une rançon, l'État français n'était pas obligé de se mettre au premier plan. L'État camerounais non plus. Donc quelque part, l'entreprise déjà pouvait prendre sur elle de payer la rançon. Or là, on est dans le cas très différent d'un prélat au nord du Cameroun, qui dépend d'un État différent, c'est le Vatican, qui dépend un peu de la France aussi, mais aucun des deux ne voudra payer, aucun des deux ne veut payer. De toute façon, on a dit qu'il n'y a pas eu de rançon, qu'il a été libéré pour des raisons compassionnelles par Boko Haram. Il a démenti le fait qu'il est soigné, parce que Boko Haram a dit qu'il avait soigné quelques-uns de leurs membres, ce qu'il a immédiatement démenti le soir. Mais ce que je veux dire ici, c'est que pour le Cameroun, il était important que cela se passe bien, à la fois pour les Moulin-Fournier et pour le père. Pourquoi est-ce que c'est important pour Paul Biya ? C'est important pour plusieurs raisons. On sait que le Cameroun devient aujourd'hui une espèce de hub militaire pour l'Afrique, notamment pour l'Afrique subsaharienne. Les forces en attente ont leur QG, quartier général, à Douala, au Cameroun. Il y a une base, elle va se transformer probablement en base militaire française qui est en train d'être créée dans le nord du Cameroun, probablement pour servir de structure de veille par rapport au Nigeria, à la République centrafricaine et au Tchad, afin d'éviter ces enlèvements-là. Et donc, pour le Cameroun, il était important d'arrêter l'hémorragie. La meilleure manière de l'arrêter, c'est déjà de faire libérer les otages et ensuite de garantir qu'il n'y aura pas d'autres prises d'otages derrière. C'est bon pour le business, c'est bon pour la coopération avec la France, et c'est un cadeau pour l'image du gouvernement camerounais. Pour l'image du Cameroun, pour son président déjà. Et puis c'est un merveilleux cadeau de fin d'année quand même qui est fait au président Hollande. Vous parlez de base militaire, mais vous utilisez le conditionnel en parlant d'une base militaire française qui s'installerait dans le nord du Cameroun. C'est-à-dire que l'information n'est pas officielle. L'information n'est pas officielle parce que c'est pas le terme qui est utilisé. Ils se sont installés parce que il y a une base militaire, là pour le coup désignée comme telle, au Tchad. Il y en a une autre au Gabon, mais là il s'agit d'une structure opérationnelle qui permet de redéployer rapidement les forces en direction de la République centrafricaine. C'est le prétexte qui a été utilisé pour installer ces forces françaises au niveau de la Damawa, la province de la Damawa, la région de la Damawa au nord du Cameroun. Donc c'est
on n'a eu aucune idée du temps que la structure mettra. Peut-être que ça durera le temps du mandat en République centrafricaine, c'est-à-dire 6 mois. Peut-être que ça durera au-delà. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie base arrière de l'armée française au niveau de la région de l'Adamawa au Cameroun. Alors une dernière question, Paul, à ce sujet. L'intervention française en RCA, en Centrafrique, l'intervention française au Mali, est-ce que le sentiment qu'on a quand on est correspondant d'un journal africain à Paris, est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a un retour d'une France-Afrique différente, mais quand même un retour de la France en Afrique installée pour défendre soit ses intérêts, soit ses valeurs? Très clairement, oui. Quand on regarde la manière dont ce retour s'opère, ça ressemble beaucoup à une vraie colonisation. Prenons le cas de la République centrafricaine, pour être tout à fait précis. Quand on voit le dispositif qui a été déployé, contrairement à la guerre du Mali, on n'a pas en face un militaire, on n'a pas en face une structure qu'on doit combattre de façon militaire. C'est une guerre civile. C'est une guerre civile, donc on est davantage dans le maintien de l'ordre que dans le maintien de la paix. C'est pas la même ampleur. Cela ne nécessite pas un déploiement militaire. On pourrait y envoyer des gendarmes qui ont à la fois la capacité de militaires et de policiers. On pourrait y envoyer simplement des policiers. Je crois d'ailleurs que la France enverra désormais des gendarmes en République centrafricaine. Donc on était là dans un cas de figure où on a des rebelles de la Séléka qui sont des militaires et les anti-Balaka qui sont dans une espèce de guérilla urbaine et qui ne sont pas des militaires. Ils ne sont pas identifiés comme tels. Ils ont peut-être des machettes, mais ils n'ont pas de Kalachnikov. Balaka, d'ailleurs, c'est anti-AK-47, c'est-à-dire les Kalachnikov. C'est par rapport à cela qu'ils se sont constitués. Et donc, c'est davantage des forces d'autodéfense que des militaires. Et je pense que la France a fait un très mauvais calcul en utilisant une artillerie très lourde pour aller combattre des troupes très mal identifiée, en plus dans un environnement où elle a un partenaire qui a été, de mon point de vue, assez peu considéré à la fois comme cause du problème et comme peut-être partie de la solution, c'est le Tchad. Parce que le Tchad a emmené au pouvoir le président Bozizé en 2003, il l'a maintenu artificiellement pendant une dizaine d'années et c'est lui qui l'a fait partir en 2013 quand il en a eu marre. Et il entretient des relations avec une partie de la galaxie qui a constitué les Séléka, c'est-à-dire les 16 mouvements rebelles qui détiennent aujourd'hui 2/3 de la République centrafricaine, l'est du pays et le nord-ouest de la République centrafricaine, où se trouve le gros des richesses, à la fois le diamant, un peu d'uranium et beaucoup de pétrole probablement dans les prochaines années. Un dossier qu'on va sans doute devoir suivre. Franc CFA, ou monnaie de servitude. La France-Afrique, nouvelle forme de colonisation. Le franc CFA, l'esclavage des temps modernes. Dans le temps et dans l'espace, lorsqu'on parle de la souveraineté d'un État, il s'agit de 3 piliers, à savoir la monnaie, la défense territoriale, c'est-à-dire l'armement, le génie militaire, et la constitution. Dans ce triangle de souveraineté, l'élément le plus important c'est la monnaie. Lorsqu'on a sa propre monnaie, on l'utilise, et on met en mouvement le génie d'invention, le génie créatif de la population. Les 15 États utilisateurs du franc CFA sont paralysés dans leur développement par une monnaie qui ne leur appartient pas. Lorsqu'on a sa propre monnaie, on fait travailler le peuple qui arrive à satisfaire ses besoins et peut exporter pour obtenir des devises étrangères. Grâce à ces devises, on peut importer par exemple du matériel militaire pour constituer une armée, la défense qui est ici notre deuxième point du triangle.
lorsqu'on est indépendant économiquement et militairement, personne ne viendra fouler notre constitution, le troisième point du triangle. Les 15 pays utilisateurs du franc CFA ne pourront jamais observer ce triangle de souveraineté parce que le franc CFA ne leur appartient pas.